Peux-tu enlever tes cheveux de mon milkshake? Ramasse-le! Je conduis. Garçon, est-ce que ça s'arrête un jour? À qui elle parle? Frérot, allez. Tim, est-ce que ça s'arrête un jour? Tim, s'il te plaît? Non, non. Ça t'a déjà empêché de prendre un verre? Un procès choc et un procès retentissant. Une femme a porté plainte contre une star des réseaux sociaux pour liaison avec son ex-mari, ruinant leur mariage. Et bien que cela ne soit pas possible, dans tous les États, la Caroline du Nord permet en fait aux gens de poursuivre pour cela. Et attendez d'entendre ce qui s'est passé au procès, où cette influenceuse en ligne, qui s'est représentée elle-même, a interrogé la femme qui la poursuivait. C'était un affrontement intense qui s'est terminé par un verdict majeur. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime, je suis Jesse Weber. J'ai vu cette histoire et j'ai su immédiatement qu'il fallait qu'on en parle ici dans Sidebar. Comme vous le savez, nous couvrons divers procès. Rupture de contrat, préjudice intentionnel, détresse émotionnelle, agression, coups et blessures. Je vais vous dire, je me sens assez confiant en affirmant que je ne pense pas que nous ayons déjà couvert un procès comme celui-ci auparavant, où une star très populaire de TikTok est poursuivie par une femme qui affirme qu'elle lui a essentiellement volé son mari. Et croyez-le ou non, en droit, il existe une ou plusieurs demandes spécifiques pour lesquelles on peut poursuivre. Je me souviens avoir étudié cela à la faculté de droit. Je n'y avais pas repensé depuis. Et c'est seulement maintenant, en entendant parler de cette histoire, que je m'en suis souvenu. Certains États le reconnaissent, c'est l'aliénation d'affection. Vous pouvez aussi poursuivre pour conversation criminelle, qui désigne essentiellement l'adultère. Vous pouvez agir si quelqu'un a des relations sexuelles avec votre conjoint, nous allons en discuter. C'est une vraie chose dans l'État de Caroline du Nord, là où cela se passe. Donc, en mai 2024, Akira Montagu a intenté un procès de 3,5 millions de dollars contre la star virale de TikTok, Brené Kennard. Elle compte plus de 274 000 abonnés sur Instagram et près de 3 millions sur TikTok. Elle parle de sa vie, fait des vidéos, prépare-toi avec moi, des revues de produits, des leçons de maquillage et ainsi de suite. Coucou TikTok! Alors, j'ai quelques petites choses que j'ai achetées sur la boutique TikTok que je veux vous montrer. D'abord, cette teinte hydratante. Si vous ne voulez pas de fond de teint, c'est idéal pour vous. Si vous avez testé ou connaissez cette marque, dites-le moi. Et parfois, elle apparaît avec son mari, Tim. Salut tout le monde! Quoi de neuf, yo? Salut? Nous sommes là. Quoi de neuf? C'est Brené. C'est Tim? Et maintenant, Brené et Tim se retrouvent dans la ligne de mire juridique d'Akira. Akira a intenté un procès pour quelque chose appelé l'aliénation d'affection. Et en gros, cela veut dire, cela allègue que vous êtes responsable de la fin de mon mariage. En Caroline du Nord, qui est l'un des rares États à reconnaître cela. Vous devez prouver qu'il y avait une véritable affection, un véritable amour entre deux personnes dans un mariage. Il y avait une preuve claire qu'une tierce personne est intentionnellement intervenue dans ce mariage. L'amour, le mariage et l'affection ont été détruits, rendant ainsi l'amour aliéné. Est-ce facile à prouver? Est-ce facile à prouver dans ce genre d'affaires? Et tu sais pourquoi on parle de ça en ce moment? Le procès vient d'avoir lieu et le verdict sur son déroulement vient d'être rendu. En plus, Brené s'est représentée elle-même pendant ce procès. Avant même d'évoquer le procès de septembre, il faut préciser ceci. Brené a été accusée de cyberharcèlement après qu'Akira a déposé une plainte officielle contre elle, accusant la star des réseaux sociaux de l'avoir harcelée en ligne. Se rendre sur place, déposer un dossier en disant « Kennard mentionne constamment mon nom, ainsi que publie mon nom, et répond à des questions concernant ma vie privée et les affaires en cours. » Et il y avait aussi une allégation selon laquelle Brené aurait violé une ordonnance restrictive qu'Akira avait prise contre elle. À ce moment, Brené a été libérée sous caution de 2 500 $. Mais il faut aussi noter que quelques jours avant la plainte d'Akira contre Brené, un mandat d'arrêt avait été émis contre Akira, qu'elle aurait prétendument menacé Brené en disant « Je vais te tuer, je vais te casser la gueule et je sais où tu habites ». C'est ce que dit le mandat. Dans cette affaire pénale, les procureurs ont accepté de reporter les poursuites contre Akira contre 12 mois de probation non surveillée. Elle devait suivre des cours de gestion de la colère et éviter tout contact avec Brené. Mauvais, je sais. Laissez-moi donc faire venir un avocat spécialisé en droit de la famille et divorce. Randy Kessler, Randy, merci beaucoup de prendre le temps. Avez-vous déjà traité une affaire d'aliénation d'affection? Une affaire de conversation criminelle? C'est fréquent? Je sais que c'est limité à quelques États. Avez-vous déjà traité quelque chose comme ça?
En somme, oui, nous l'avons déjà fait, mais seulement dans 5 ou 6 États. J'exerce surtout en Géorgie où cela n'existe pas, mais nous avons des procès avec jury. Et donc, très souvent, ce qui se passe, c'est que mes clientes viennent me voir et disent « Elle a poussé mon mari à me quitter, je veux qu'elle soit impliquée. » Nous ne pouvons pas la poursuivre en Géorgie, ni dans la plupart des États. Mais vous pouvez poursuivre le conjoint, les appeler comme témoins et les mettre dans l'inconfort. Bref, la réponse est non. Très rarement, aucun État n'a vraiment cela. 5 ou 6. Beaucoup de nos clients, l'État étant proche, se demandent « Et si je déménageais en Caroline du Nord ?» C'est impossible après coup, mais nous y pensons et en parlons souvent. On nous interroge régulièrement à ce sujet. Et, d'après ce que j'ai compris, ce sont des lois qui remontent à l'époque où, vous savez, les hommes considéraient encore les femmes comme une propriété essentiellement. Il y a une raison pour laquelle on ne voit pas cela partout. Mais est-il si difficile de prouver ces accusations? Donc, si vous regardez l'aliénation d'affection, vous devez prouver qu'il y avait un véritable amour, qu'il y a eu une interférence délibérée d'une tierce personne. Je suppose qu'on parle aussi de conversation criminelle. Vous devez simplement prouver quoi? Qu'il y a eu une liaison, qu'il y a eu des rapports sexuels réels pendant le mariage. Est-ce difficile à prouver? Que faites-vous et comment procédez-vous? Quelles preuves sont présentées dans ce type d'affaires? Beaucoup de preuves existent. Je fais une pause. Nous avons évolué depuis le divorce pour faute évoqué au début. Vous savez, ces lois remontent à l'époque où il fallait avoir une raison pour divorcer. Il fallait prouver que quelqu'un trompait l'autre. Aujourd'hui, dans presque tous les États, on peut divorcer à volonté, ce qui complique la réconciliation. Je veux divorcer en pointant du doigt quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est juste pour répondre à votre premier point. Mais en ce qui concerne la difficulté de prouver ces cas, c'est difficile. Vous en avez cité 2, l'aliénation d'affection et la conversation criminelle. Si j'ai bien compris, la conversation criminelle relève de la responsabilité stricte. Si c'est prouvé, il y a responsabilité, même si la personne qui trompe avec le conjoint ne savait pas que le conjoint était marié. Donc, c'est intéressant en soi. La principale, celle qui les motive vraiment, c'est l'aliénation d'affection. Mon mari m'a quitté parce qu'elle l'y a incité. C'est difficile car beaucoup disent que votre mari est parti car il ne vous aimait plus ou qu'il est parti avec une autre car la relation était finie. Il est difficile de blâmer quelqu'un d'autre comme si votre conjoint n'était pas volontaire, mais c'est nécessaire. Ils doivent prouver que l'autre savait pour le mariage qu'il était encore viable et qu'il pouvait durer. Le mariage n'a pas besoin d'être parfait, mais il doit y avoir de la romance. Cela a entraîné le divorce. Et c'est un facteur clé dans cette affaire sur lequel je veux revenir, parce qu'il y a une divergence d'opinion quand on entend ce qui est ressorti au procès. Comment tout cela a-t-il commencé? Akira affirme dans sa plainte que Brené et Tim ont commencé à faire ces vidéos ensemble sur les réseaux sociaux alors qu'il était encore marié à Akira, comme des vidéos de cuisine, et qu'Akira n'était au courant de rien de tout cela, ou n'avait donné son accord pour rien de tout cela, allant même jusqu'à alléguer que Brené publiait des photos de Tim et des enfants qu'il avait eus avec Akira. Et elle affirme qu'ils avaient une liaison, que Brené l'exhibait ouvertement en ligne. Qu'elle-même a découvert cette prétendue liaison grâce à une vidéo des deux ensemble en janvier 2024. Mais au procès, il existe différentes versions de la relation et du mariage, ce qui devient crucial juridiquement. Aperçu du procès, on découvre que Brené et Tim sont sortis ensemble au lycée, que l'ex-mari de Brené a témoigné avoir appris qu'ils tentèrent de se remettre ensemble en décembre 2023 et les a surpris en intimité chez lui en janvier 2024. Et la plainte affirme également qu'Akira et Brené étaient à un moment donné amis, que Brené aurait utilisé des informations qu'elle avait apprises d'Akira à propos de Tim, à propos de leur mariage, et qu'elle s'en serait servie pour séduire Tim. Maintenant, avant que je n'entre dans tout ça, d'accord, Randy? Tout d'abord, 3 500 000 $ qu'elle réclame en dommages, intérêts compensatoires et punitifs. Nous reparlerons du procès et de tout ce qui s'est passé, mais il y a eu 3,5 millions de dollars de dommages-intérêts. Quelles sont vos réflexions sur ce montant et comment pouvez-vous le prouver? Il y a beaucoup de choses là-dedans. Et tu fais travailler mon esprit. J'ai écouté tout ce que tu disais, j'essaie, et tu parlais, tu sais, j'ai commencé à penser, tu sais, que le viol est un mauvais exemple. La défense peut être le consentement. Quelqu'un a consenti, le savait-elle? Toutes ces défenses occupent mon esprit d'avocat. Mais le chiffre dont tu parles, je ne sais pas comment on l'obtient. Et, tu sais, les avocats pensent toujours à la possibilité de récupérer l'argent. Est-ce utile de faire un procès si tu ne récupères jamais l'argent? Ici, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des clients ou plaignants se préoccupent plus du principe que du montant, n'est-ce pas? Ils veulent prouver que cette femme est responsable de mon divorce. Je ne suis pas une mauvaise épouse, je n'ai rien fait de mal.
C'est à cause de cette personne extérieure. Je pense que le chiffre 3 millions, 500 000, peu importe ce qu'elle réclame, ça doit être plus que ça. C'est surtout pour montrer que c'est si grave que ça vaut des millions. Je ne sais pas comment tu quantifies, tu vois, 3,5. Ma relation valait 3 500 000, peut-être 100 millions ou juste 10 dollars. Je ne sais tout simplement pas. C'est aussi la douleur, la souffrance, ce que tu as vécu. Oui, mais tu sais, dans un cas typique de douleur et de souffrance, non. Tu sais, là, on se demande, tu sais combien vaut un bras perdu si tu te casses la jambe? Quelle est la valeur de ça? Et un rein endommagé. Tu peux trouver des moyens de prouver à quel point ça raccourcit ta vie et les frais médicaux associés. Puis tu multiplies les frais médicaux par 3 pour estimer la douleur et la souffrance. Il n'y a pas vraiment de calcul ou de mathématiques dans cette histoire de à quel point ça te fait te sentir mal. Pour un avocat, c'est un test de crédibilité. Que puis-je dire au jury en affirmant cela devrait être indemnisé à hauteur de si je propose 100 millions de dollars, ils riront. Si je dis 100 000, ils ne me croiront pas. Donc 3 500 000, tu vois? Et quand on parle de dommages-intérêts punitifs, n'est-ce pas? Une façon de punir le défendeur pour des actes vraiment graves et scandaleux, tu sais. On se demande dans une affaire comme celle-ci. Si tu accuses quelqu'un d'avoir volé ton mari et d'avoir trompé, tu te demandes si un jury ou un juge prendrait parti. Donc j'ai mentionné que ce procès vient d'avoir lieu et qu'il vient tout juste de se terminer au tribunal du comté de Durham. Et nous allons parler de la façon dont tout cela s'est résolu. Mais Randy, tout d'abord, Bryn Kennard se représente elle-même ou s'est représentée elle-même. Est-ce que cela t'a surpris? Et la seule raison, j'ai d'abord pensé que si elle sait utiliser les réseaux sociaux pour avoir autant de followers, c'est sûrement une compétence utile pour convaincre un jury, non? Sa personnalité et sa manière de s'exprimer ont poussé beaucoup à la suivre. Je me demande si c'est utile ou si ce n'est pas sa pire idée de se représenter. Même si toi et moi savons tous les deux qu'il est plus avantageux d'avoir un avocat pour te représenter. N'est-ce pas? Eh bien, je veux dire, il y a ce vieux dicton célèbre, n'est-ce pas? Celui qui se représente lui-même a un imbécile pour client. Parce que tu n'as tout simplement pas l'objectivité, tu n'as vraiment aucune chance de lire le jury. Elle pouvait toujours témoigner et le faisait lors de l'interrogatoire principal. Mais c'est du cran, c'est de l'audace de dire que je suis assez intelligent pour, tu sais, convaincre tout ce jury. On sait peut-être ce qu'elle pense. Avec tous ses followers et l'admiration des gens, elle croit sans doute que ça arrivera. La plupart des gens, y compris les avocats, manquent de compétences en sélection du jury que j'essaie moi-même de maîtriser. La sélection du jury, parce que tu parles de ce qui se passe dans l'esprit des jurés. Tu ne connais pas le passé de chacun de ces jurés ou si l'un d'eux sympathise avec un camp ou l'autre. Et si l'un d'eux était le conjoint trompé, ou si c'était l'amant ou la maîtresse qui a brisé un autre mariage. Tu dois vraiment comprendre qui décide de cette affaire. Et c'est une compétence difficile, surtout sans être avocat. Non, c'est un bon point. J'arrive au verdict, mais j'ai encore quelques points à mentionner. Comme je l'ai mentionné, pour prouver l'aliénation d'affection, il faut démontrer qu'il y avait un amour véritable et réel dans le mariage. Donc Akira prend la parole à la barre et témoigne qu'il y avait de l'amour entre elle et Tim. Que Tim lui écrivait des lettres d'amour tous les jours, qu'ils avaient des tatouages assortis. Que la relation a continué bien après que Tim ait affirmé qu'elle était terminée et qu'ils avaient des rapports sexuels régulièrement. Elle a exprimé sa tristesse à la barre, expliquant que ses enfants ont perdu leurs 2 parents et attendent une thérapie à cause de nombreux changements de comportement. Sa mère a aussi déclaré qu'Akira et Tim étaient inséparables. Des textos présentés au tribunal montraient que Tim organisait une fête d'anniversaire surprise pour Akira. Ensuite, il y a la version de Tim qui est très différente. Tim a d'ailleurs été appelé par Brené. Encore une fois, elle se représentait elle-même. Il avait une vision complètement différente, selon laquelle ils étaient plus comme, je cite, des colocataires que profondément amoureux. Il a même dit qu'il n'avait jamais été amoureux d'Akira, qu'il lui avait acheté une bague de fiançailles bon marché, qu'il ne s'était même pas mis à genoux pour la demande en mariage, qu'ils étaient essentiellement dans cette situation de vie étrange, où ils ont été forcés de se marier pour pouvoir rester chez les parents de Tim. Il a affirmé n'avoir jamais écrit ces mots d'amour, déclarant même « Je ne me souviens même pas d'une fois où nous nous sommes tenus la main ». Il a aussi dit qu'ils se disputaient constamment. Il disait qu'ils s'étaient séparés en 2021, alors que la mère d'Akira affirmait qu'ils étaient encore ensemble. Maintenant, Randy, c'est un aspect important ici. Je veux dire, il s'agit d'essayer de prouver s'il y avait ou non un véritable amour et de l'affection dans le mariage. On peut aussi se demander si, comme les 2 parties témoignent, leurs témoignages sont biaisés. Peut-être devrait-elle être avocate, car c'est la bonne stratégie. Vous devez prouver que le mariage n'était plus viable, que ce n'était plus un vrai mariage. Vous n'avez rien détruit parce qu'il n'y avait rien à détruire dans cette situation. Le mariage n'était pas un vrai mariage.
Son problème, c'est que ce n'est pas un procès pénal où il faut convaincre 12 jurés. Vous devez simplement obtenir un verdict de compromis. Certains diront oui, d'autres non. Et le jury pourrait dire, je pense 3 hommes, je pense 0. Et ils trouvent un compromis au milieu. Ce genre de choses arrive parfois. Alors, Maintenant, voici une autre partie de l'histoire que nous n'avons pas encore mentionnée. D'accord, donc Brené séjournait apparemment chez Akira et Tim depuis décembre 2023, quelque chose qu'Akira ne voulait pas. Et bien que Brené affirme qu'elle ne savait pas qu'Akira était mal à l'aise à ce sujet, la grand-mère d'Akira a témoigné qu'elle avait en fait confronté Brené. Elle lui a demandé de quitter la maison. Elle affirme que Brené a répondu en disant « Akira, tu ferais mieux de venir chercher ta grand-mère, parce que je n'ai aucun problème à mettre la main sur une vieille dame. » Ça, c'est Ekenard, oui. Encore une fois, c'est selon le témoignage de la grand-mère. Et apparemment, Tim a même corroboré qu'il y a bien eu des échanges verbaux entre les deux. C'est à ce moment-là qu'il a témoigné. Maintenant, cette grand-mère a également témoigné qu'elle et Brené en sont venus à se pousser l'une l'autre. Tim a nié que cela se soit produit. Au fait, en parlant de preuves, je dois mentionner ceci. Une vidéo a apparemment été montrée au jury où Brené twerke sur Tim dans une salle de bain alors qu'il était marié à Akira. Brené a déclaré qu'elle était juste ivre dans ces extraits. Il y avait une autre vidéo de Brené achetant un test de grossesse après avoir dit « Je vais me salir dans les draps ». Il y avait une autre vidéo où Brené dit apparemment « Je la mets très mal à l'aise ». Donc cela semble concerner Akira. Une story Snapchat aurait montré qu'elle évoquait ses soucis juridiques et affirmait que Tim en valait la peine. Randy, à ton avis, comment cela affecte-t-il l'affaire? eh bien d'accord. Donc, tu sais, on a toutes les lois dont on a parlé, ce qu'il faut prouver, et la sélection du jury. Selon mon expérience, les procès devant jury reposent surtout sur la sympathie, non? Tu veux raconter une histoire et tu veux que le jury aime ton camp puis qu'il se demande comment il peut aider ton camp. Donc, si cela aliène le jury, si cela fait que le jury aime ou n'aime pas un camp, ils seront plus enclins à tordre la loi ou à l'interpréter de façon à favoriser leur point de vue. Ils veulent t'aider à accorder des dommages-intérêts ou ils veulent défendre le prévenu et ne pas accorder de dommages-intérêts. Mais ce sont là des faits peu appréciables. Voilà pourquoi les gens disent « Tu ne pouvais pas être normal, attendre leur divorce ou laisser mamie tranquille. » Ce genre de choses peut vraiment affecter les gens. Peut-être qu'un membre du jury a vécu une expérience similaire, ce qui le pousse à ne pas aimer cette personne et à prendre parti. Et d'un point de vue juridique, il s'agit d'essayer de montrer qu'elle a délibérément interféré dans le mariage, n'est-ce pas? Maintenant, l'argument de Brené était qu'elle était prise pour cible, qu'elle était visée dans ce procès à cause de sa notoriété sur les réseaux sociaux. Quelle n'était pas la raison pour laquelle le mariage s'est effondré, Brené, disant au jury dans son argumentation finale, je cite, « C'était un mariage qui s'effritait depuis des années. » Et cela rejoint ce que Randy a dit au début, en essayant de prouver que « et je n'en suis pas la cause ». Tim ne l'aimait pas, hein, il allait rompre avec elle. Il se passait des choses entre eux, vous savez. Je ne suis pas la raison ici. Maintenant, il semble que les véritables étincelles ont eu lieu au tribunal lorsque Brené a interrogé Akira à la barre. Et apparemment, l'ambiance est devenue vraiment tendue. D'accord, lorsqu'elle l'a interrogé, par exemple, sur la façon dont Akira a fait une fausse couche. Et Brené aurait apparemment dit au tribunal en réponse à cela « Ça a dû être douloureux pour vous, n'est-ce pas, ça, n'est-ce pas ?» D'après le News and Observer, des personnes dans la salle et même certains jurés ont été surpris qu'elle ait dit cela à Akira. Et Akira aurait répondu « Eh bien, je ne m'attendrai pas à ce que vous sachiez, puisque vous n'avez pas d'enfant. » Donc le juge a dû intervenir à ce moment-là. Le juge Timothy Wilson serait intervenu et aurait dit à Bren. Il a dit à Akira « Inutile de commenter, et vous non plus, pas besoin de sympathie. » Lorsqu'elle a demandé à Akira si elle la tenait responsable de ses difficultés scolaires, n'est-ce pas? L'accusation « Tu as un peu gâché ma vie », Akira a répondu « J'assume la responsabilité d'avoir laissé un intrus entrer chez moi. » Randy, tu sais, il y a évidemment de la rancune entre eux, et c'est très gênant et inhabituel que la défendresse elle-même interroge la plaignante, surtout vu l'animosité entre les deux. Qu'en as-tu pensé? C'est fait pour la télé, non? La sécurité a sûrement été renforcée après l'annonce de qui allait contre-interroger qui. Devine qui va, tu sais, poser les questions. Je veux dire, c'est presque, tu sais, c'est un exemple très dramatique, mais c'est comme si le violeur pouvait interroger la victime, non? C'est la personne accusée d'avoir brisé le mariage qui peut interroger la victime. C'est vraiment terrible. Je suis sûr qu'ils pensaient à des choses qu'ils n'ont sans doute pas dites. Heureusement, ils ne l'ont pas dit et la sécurité a sûrement été renforcée. C'était sûrement le point fort du procès.
Si vous assistez au procès et voyez cela, c'est ce que vous souhaitez. C'est le top, hormis le verdict, non? On parlera du verdict dans une minute. Petite parenthèse. Tu as mentionné la sécurité. Tim a été arrêté à l'extérieur de la salle pendant le procès. Il a été accusé d'avoir porté une arme de poing de 9 mm dissimulée dans le palais de justice. Il a été libéré après avoir payé une caution de 2500 $. Petite parenthèse dans l'histoire. Bref, d'accord, maintenant parlons du verdict. Donc après apparemment près de 2 heures de délibération, le jury est revenu avec un verdict. Et vous savez avec qui ils étaient en accord? Akira. Oui, ils ont jugé Brené responsable d'avoir brisé ce mariage. Et en ce qui concerne les dommages et intérêts, selon The News and Observer, le juge a ordonné à Brené de payer 1 500 000 $ pour aliénation d'affection et 250 000 $ pour conversation criminelle. Randy, la plainte réclamait 3 500 000 $ de dommages et intérêts. C'est déjà une somme énorme. Partons de ce chiffre, puis expliquez-moi pourquoi, selon vous, le jury a jugé Brunner responsable. Commençons par le chiffre. Qu'avez-vous pensé de ce chiffre? C'est incroyable, non? Tout ce qui dépasse 1 million de dollars est magique. Chaque avocat rêve, en sortant de la fac de droit, d'obtenir un verdict d'1 million de dollars. C'est une victoire, non? Dans presque toutes les situations, sauf lorsqu'il s'agit d'un recours collectif. Ce que je pense qu'il s'est passé, et c'est juste mon expérience avec les jurys, quand j'ai interrogé le jury et leur ai demandé ce qu'ils avaient fait, quelques extrémistes disaient « Ne donnons rien, on ne doit pas être récompensé pour ça, ce n'est pas une question d'argent, mais de famille. » Eh bien, ici, je pense d'ailleurs, je crois que c'est le juge qui a déterminé les dommages, ici. Oui. Dans ce cas, alors le juge avait probablement ça en tête, c'est-à-dire, vous savez, est-ce que c'est absolument rien, est-ce que c'est quelque chose entre les deux? Je pense que la sympathie intervient quand il faut fixer un chiffre, non? Je veux dire, c'est un chiffre qui sort vraiment de votre imagination. Il n'y a pas de base concrète réelle pour ce chiffre. Ça doit être quelque chose dans votre esprit. D'accord? Je n'ai pas aimé ce qu'elle a fait, mais ce n'était pas... J'ai vu pire et je n'ai pas aimé ce qu'il a fait, mais c'est pire. C'est un verdict de compromis qui montre qu'une compensation était justifiée avec un montant important. On dirait que si je devais juste décider qui a gagné, le plaignant a largement remporté la victoire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le jury n'a pas cru la version de Brené. Ils n'ont pas cru Tam, ils n'ont pas cru Tim. En d'autres termes, il semble qu'ils disent « on en parle en droit, mais si ce n'était pas pour leur liaison, si ce n'était pas pour le fait qu'ils se soient mis ensemble, ce mariage aurait continué entre Akira et Tim. » Alors je veux dire, est-ce que c'est leur conclusion? Et qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi penses-tu que le jury a trouvé que Brené mentait? C'est la conclusion logique. Leur mariage aurait-il duré? Ce n'est pas à eux de trancher, ils ont juste examiné la loi. Tu sais, est-ce qu'il y avait cette relation? Est-ce qu'elle a interféré avec le mariage? Le mariage était-il encore possible? Et quels étaient les préjudices? Ils ont conclu que ce mariage aurait duré sans cela. Ça aurait pu finir pour une autre raison ou avec un autre amant, mais c'est cet amant précis qui a mis fin aux sentiments. Cela a éloigné les parties de leurs sentiments l'une pour l'autre. Ils ont constaté que la loi s'appliquait, ils ont appliqué les faits à la loi et ont conclu que le plaignant avait gagné. Et aussi, je vais vous dire que Robinetta Jones, qui était l'avocate d'Akira, a déclaré ceci au média local WRAL News. Je cite, « Elle vient tout juste d'obtenir justice après avoir perdu son mari et le père de ses enfants. C'est vraiment une affaire inhabituelle. Encore une fois, je voulais l'aborder d'un point de vue juridique. C'est une affaire triste, avec beaucoup d'émotions, de rancœur et des enfants impliqués. Oui, ça a vraiment été une saga, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup Randy Kessler pour votre temps, j'apprécie. » Avec plaisir. C'est tout pour le moment sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir suivis. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez me suivre sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber, je vous parlerai la prochaine fois.